Alors nous voici arrivés au terme de notre congrès 2008. J'ai envie de dire congrès exceptionnel à tout point de vue, je crois que nous pouvons le dire et en être collectivement fiers. Il devait être l'occasion pour les pays partenaires, notamment le Maroc et la France, bien évidemment, de s'interroger mutuellement sur la formation des décideurs, sur les systèmes éducatifs et sur les collaborations futures autour du bassin méditerranéen. Et je crois que le but est visiblement atteint grâce à tous les intervenants qui ont fait la richesse de ce congrès. Alors, je voudrais une nouvelle fois remercier les hautes autorités qui nous ont apporté leur patronage, mais également leurs représentants qui nous ont honorés de leur présence. Donc, Abdelaziz Méziane Belfiche, le conseiller de Sa Majesté le roi du Maroc Mohamed VI, qui a été effectivement présent hier matin et qui m'a dit en partant tout l'intérêt qu'il avait pour nos travaux. Madame Latifa Al-Kabar, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui était tellement intéressée par nos travaux qu'elle est revenue hier soir, effectivement, au palais Tazi. Michel Gendreau Massalou, rectrice et conseillère d'État à la présidence de la République, qui nous a fait l'honneur d'un discours que j'ai jugé personnellement de très haut vol ce matin. Et avec le décalage horaire qu'elle avait et le peu qu'elle avait dormi, un tel discours sans aucune note, je trouve ça absolument remarquable. Moi, je ne sais pas si je serais capable de tenir la route sans note cet après-midi, n'est-ce pas? Je tiens aussi à remercier Valérie Pécresse pour son intervention télévisée, Rachid Ben Mokhtar Ben Abdellah, ancien ministre de l'Éducation nationale, président de l'université Al-Kawain. Comme il n'est pas là, je vais essayer de le prononcer, mais je suis sûr que j'ai fait faux. Pour non seulement sa conférence d'ouverture, mais sa participation aux ateliers d'hier et à nouveau sa présence en plénière ce matin. Driss Benima, ancien ministre lui aussi, président directeur général de la Royale en Maroc, pour sa conférence un peu décapante ce matin, la comparaison de l'enseignement supérieur, de l'histoire de l'enseignement supérieur marocain par rapport à ce que nous connaissons en France, donnait des résultats très intéressants. Puis je ne voudrais pas oublier les intervenants de la table ronde, donc Mohamed Barkaoui, président de l'université Hassan II, Olivier Ditch, président directeur général de Veolia Environnement Maroc, Rachid Rabet, directeur de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, Jean-Marie Schmitz, administrateur, directeur général de la Farge Maroc, et puis Souad Ben Bachir, la directrice générale de CFG Group. Et puis je crois que, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais des remerciements particuliers s'imposent pour tous les services de l'ambassade de France à Rabat, que nous avons fortement mis à contribution, non seulement pendant la période de préparation de ce congrès, mais aussi depuis le début de la semaine, afin que nos travaux soient parfaitement réussis. Et puis en particulier pour Jean-François Thibault, son Excellence l'ambassadeur de France au Maroc, qui nous a fait l'honneur d'assister à une grande partie de nos travaux. Comme je le disais dans mon discours d'introduction, le développement économique n'a aucun sens sans la prise en compte de la composante humaine, sans une vision sociétale de nos actions et sans une réflexion géopolitique globale. Nous avons en effet la chance d'avoir en formation des jeunes filles et des jeunes gens brillants qui seront au poste de commande des entreprises et des États dans quelques dizaines d'années. Mais au-delà des discours, ce que retiennent les jeunes, ce sont les attitudes et les comportements. Et l'exemplarité des directeurs, critère important dans une entreprise, l'est donc encore plus quand ils sont, comme nous, sous le regard des décideurs de demain. Ce sont ces convictions qui fondent les orientations de la conférence des grandes écoles depuis plusieurs années. Ouverture sociale, lutte contre le handicap, égalité entre les hommes et les femmes, tels sont les engagements de la conférence des grandes écoles et de ses membres, afin de contribuer à l'effort national, et qui doit naturellement se comprendre désormais à l'échelon international, qui veut que chacun puisse bénéficier des meilleures conditions sur le chemin qui le mène vers sa propre excellence. La démocratisation de l'enseignement est une exigence d'équité citoyenne, mais le moteur de la réussite reste bien évidemment l'élève lui-même. Et il nous appartient collectivement de donner à chacun confiance à l'avenir en lui garantissant l'égalité des chances. Si l'école venait à se scinder entre ceux qui croient à l'avenir et ceux qui n'y croient plus, c'est la nation tout entière qui serait en danger. L'ouverture sociale nous impose donc de travailler en amont pour éviter toute forme d'autocensure, en particulier au moment de l'entrée dans l'enseignement supérieur. La charte de l'égalité des sciences que nous avons signée en janvier 2005, les nombreuses conventions signées et les expériences actuellement menées témoignent toutes d'une volonté collective de refuser le fatalisme social et de combattre les blocages culturels et psychologiques
qui conduisent trop de jeunes à se détourner de voies ou de filières qu'ils considèrent comme n'étant pas faites pour eux. Coopération avec les lycées en zone d'éducation prioritaire, tutorat, exemption des frais d'inscription, bourse au mérite, facilités financières, mais aussi et surtout soutien psychologique, actions d'ouverture culturelle, telles sont les nombreuses formes que prennent vos initiatives pour s'ouvrir aux élèves issus des classes socio-professionnelles défavorisées et les accompagner jusqu'au diplôme. Aujourd'hui, vous êtes plus de 100 grandes écoles impliquées dans une opération d'ouverture sociale ou un dispositif d'égalité des chances, soit dans l'un des dispositifs nationaux, soit localement, en partenariat avec les collectivités territoriales. On peut citer le programme Pourquoi pas moi, 100 000 étudiants pour 100 000 élèves, le dispositif École ouverte, la main à la pâte, un pont pour l'avenir, le projet Optime fondé sur la détection de compétences et non plus seulement de connaissances, les diverses conventions diversité, ou encore le cercle Passeport Télécom lancé par SFR et auquel participent une vingtaine de grandes écoles. À ces initiatives prises par les institutions s'ajoutent les actions traditionnelles menées par les associations d'étudiants, car il est fondamental que ceux qui ont la chance de bénéficier d'études supérieures longues s'en sentent redevables à la collectivité. L'égalité entre hommes et femmes nous conduit quotidiennement à combattre partout et à tout niveau les clichés et les préjugés qui freinent trop souvent les femmes dans leur ascension sociale. La conférence s'emploie à sensibiliser non seulement le personnel des écoles, mais aussi les étudiantes elles-mêmes et les étudiants eux-mêmes, afin que toutes et tous restent vigilants et soient prêts à bousculer les idées reçues, et ce tant à l'admission en grande école que pendant les études et surtout au moment de l'insertion professionnelle. Nous avons actuellement 100 référents égalité dans les grandes écoles, qui s'efforcent de faciliter l'accès aux voies scientifiques pour les filles, de permettre aux étudiantes puis aux diplômés des écoles de bénéficier des mêmes perspectives d'études et de carrière que leurs homologues masculins, de promouvoir les femmes dans la société en favorisant le développement de leur carrière professionnelle, de sensibiliser les directions, les personnels, les étudiants des écoles à la représentation des femmes dans les outils de communication, dans les activités, au recrutement et à la présence des femmes dans les postes à responsabilité. Bien évidemment, là aussi, nous avons à cœur de travailler avec les pouvoirs publics et les entreprises. La loi française du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées souligne l'importance de l'accueil des étudiants en situation de handicap dans l'enseignement supérieur. On dénombre en effet seulement 8 000 étudiants handicapés, dont une petite centaine en doctorat, dans l'ensemble de l'enseignement supérieur français, ce qui est très faible par rapport au pourcentage représenté par la population globale des personnes handicapées. Les actions de notre conférence revêtent là aussi plusieurs formes: lutte contre l'autocensure et amélioration de l'accueil des étudiants handicapés, développement de l'emploi des salariés en situation de handicap directement au sein des écoles, augmentation des activités de recherche et de transfert de technologies permettant une amélioration du mode de vie de nos concitoyens en situation de handicap, étroite collaboration avec les missions handicap des entreprises pour permettre aux jeunes handicapés de se projeter dans l'avenir auquel ils ont droit, et de les convaincre que leur diplôme d'enseignement supérieur leur permettra d'accéder à un poste en entreprise. Charte que nous avons signée le 23 mai 2008 marque en outre l'engagement de la conférence et de ses membres dans la lutte contre le handicap. Cette charte s'appuie elle aussi sur un réseau de référents qui entreprennent un travail remarquable de sensibilisation à tous les niveaux.